Chers amis du PP, lundi 8 avril, je suis un peu crevé, week-end très actif et donc aujourd'hui je décompresse un peu. La météo très grise, pour l'instant il ne pleut pas trop, il a plu cette nuit. Donc on va en profiter pour faire une de ces petites chroniques et le point sur l'évolution de tout ce qui a bougé depuis la dernière vidéo. Alors ici dans la serre, la montée en graines de différentes salades entre guillemets, en mettant justement toutes les espèces différentes dans le même sac, continue. Donc ça avait commencé par de mémoire, ah tiens elle a disparu, la rouge grenobloise. Il y en a une ici, il y en a deux là-bas qui sont déjà, on voit des 4 saisons rouges là qui est assez haute, elle est un peu cachée par l'oignon. Ensuite, suivi par ces icebergs qui elles aussi sont déjà bien avancées. Dans quelques temps, les fleurs vont sortir. Et elles vont donc être suivies, si on ne les mange pas assez vite, par différentes scaroles, 2 espèces de scaroles qu'on a plantées ici donc à l'automne dernier. Donc tout ça, ce sont des salades, donc laitues ou scaroles, qui ont passé l'hiver dans cette serre et dont la majorité monte en graines avant qu'on ait eu le temps de finir de les manger. On va quand même manger quelques-unes. Le trou qu'il y a juste devant là-bas, c'est par exemple celle que j'ai mangée hier. Donc là, des choses tout à fait normales. Les premières Batavia repiquées ou replantées à partir de godets achetés dans le commerce au moment de la belle saison, de la belle période que nous avions eue au mois de février, ces Batavia commencent à prendre une forme intéressante et seront donc avec cette salade qui est ici devant moi, la gotte jaune d'or, les prochaines à être. Depuis quelques jours, il faut se dépêcher parce que c'est en train de devenir bien trop gros et bien trop piquant. Voilà, il y en a quelques-uns, les radis, les fameux gaudris 2, donc qui ont bien levé, que ce soit ici les voiles de forçage que j'ai enlevées, parce que donc on a eu des chaleurs assez importantes à certains moments, et donc j'ai enlevé tout ça pour pouvoir mieux récolter, pas avoir à toujours remettre et enlever le voile de forçage. Donc voilà, j'en ai mangé à midi, je vais en manger ce soir, et en même temps, donc, on va éclaircir, là j'aurais dû mieux regarder, donc de temps en temps, dans le lot, il y a un radis qui est trop petit, alors que ses feuilles sont très grandes. Ça fait partie des surprises avec les radis. Donc je disais, dégager l'espace, notamment ici, sur cette laitue qui a battu tout le reste. Question vitesse de levée, question densité de levée, de tout point de vue, là, c'est la championne de cette première phase. Encore un qui est trop petit. Voilà, donc les radis, c'est parti. Et donc, comme je le disais, large vainqueur de cet essai ici, que ce soit dans la partie qui était sous P17 ou dans la partie qui pour vous est au premier plan, qui n'était pas couverte par les P17, là où il y a la sonde numéro 2. Vous voyez qu'il n'y a pas une énorme différence. Donc je crois que dans la serre, bien qu'on ait vu que régulièrement ça permettait de gratter 5-6 degrés dans la journée, ça ne s'est pas traduit par une énorme différence dans la précocité. Même si, il faut que je reconnaisse que les premiers radis que j'ai pris il y a 5-6 jours étaient du côté couvert par le P17. Donc peut-être 3-4 jours, mais est-ce que
ça vaut la peine, ça c'est une autre histoire. Voilà pour un premier point de ce côté-ci. Deuxième point, que vais-je faire avec cette levée trop abondante? De façon tout à fait simple, il y a heureusement, je dirais, des rangées qui n'ont pas bien levé, on avait vu ça, voire pas levé du tout. Et donc, je vais éclaircir cette salade. Alors, comment est-ce que je fais mon éclaircissage? Très simplement, hein, avec le plantoir, je facilite l'arrachage. Alors là, je ne suis pas en manque de salade, mais lorsque je suis en manque de salade, ces jeunes plants que j'arrache, je coupe le gros des feuilles sans couper le bourgeon qui est là-dedans et je ne repique que ça. Et ça, normalement, au lieu de le jeter par terre, j'ai un petit bol avec moi et ça fera mon mesclin, donc ma première salade très tendre. D'ailleurs, en parlant, même si j'ai de l'escarole, c'est trop tentant, donc je vais aller chercher un outil pour récupérer ces feuilles. Voilà, me voilà donc un peu mieux outillé. Je vais continuer à éclaircir. Donc un petit coup de plantoir. Voilà la plantule. Je laisse la racine et je coupe une partie du feuillage. Alors de façon très bizarre, je l'ai déjà évoqué dans une vidéo l'an dernier, cette opération s'appelle l'habillage d'un plant. Le fait de lui couper des trucs s'appelle de l'habillage, mais c'est comme ça, c'est le jargon technique. Donc j'habille mon plant. La raison profonde de cette affaire, c'est quoi? C'est que, arraché comme ça, ce plant, vous pensez avoir les racines, vous voyez des petites racines, des radicelles, mais sachez que tout ce qui est efficace, tout ce qui lui permet d'extraire de l'eau et des éléments nutritifs de son sol, c'est-à-dire les poils absorbants, et c'est-à-dire ces liaisons avec des mycorhizes, est resté dans le sol. Là, vous avez un plant qui, dans sa partie absorbante, sa partie racine, est gravement mutilé. Et donc, il est important de réduire la surface d'évaporation des feuilles de façon à ce qu'il n'y ait pas un besoin, un appel de sève trop important, ce qui pourrait conduire à un dessèchement de la partie vive, c'est-à-dire de la plantule et des jeunes feuilles qui se trouvent là-dedans. Et c'est pour ça que donc dans cette opération d'habillage, alors des fois on coupe les racines quand elles sont très longues, ça c'est pour pouvoir bien les repiquer sans que ça repique, et surtout on coupe, moi je coupe souvent 2/3 au moins des feuilles pour les salades, hein. Pas nécessairement le cas de tous les légumes. Donc voilà, alors, je vais vous épargner le travail fastidieux. Je vous filmerai la suite dans un instant. Vous avez ici sur votre gauche un petit mesclin que je vais laver et manger ce soir. Et sur votre droite, donc ces plants préparés, hein, habillés comme on dit. Donc j'ai coupé la partie la plus grande, hein, les plus grandes feuilles, celles qui évaporaient le plus d'eau. Au passage, j'ai arraché ce radis et je voulais vous montrer un signe qui ne trompe pas. Ces petits trous dans ce radis, alors il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns qui ont ça, qui sont la signature du travail de quelques limaces, sans doute limaces noires,
qui vivent souterrainement et peuvent s'attaquer donc aux racines de vos plantes, ici en l'occurrence ronger ces radis. Là, c'est un taux de dégâts qui est tout à fait insignifiant. Donc, je ne vais rien entreprendre du tout si vous vous posez cette question. Vous voyez qu'ici, il y a un petit truc, celle-là, et puis c'est à peu près tout. Je vous rappelle que la lutte contre les parasites ne mérite réflexion que lorsque les dégâts deviennent très, très importants. Ça, c'est un petit trou. Je ne crains absolument pas la bave de limace, hein, donc ça, je vais le brosser sous le robinet et je vais joyeusement croquer ce radis malgré ce petit trou de limace. Si ça se trouve, la bave de limace, c'est très bon pour la santé. Alors, les fins observateurs parmi vous verront que ici, il y a un bon mètre sur lequel on ne trouve aucun légume, donc pas de radis, pas de laitue. Ici, il y a des laitues et là, rien. Alors, de votre côté, vous ne voyez pas ce qui se passe. Et quand je suis rentré dans la serre il y a quelques jours et que ceci m'a frappé, évidemment, j'ai soupçonné les limaces. Et puis, pas du tout. Il faut venir de ce côté-là pour comprendre ce qui se passe. Alors voilà, de ce côté-ci, qu'est-ce qu'on voit? On voit là un tout petit trou qui donne sur une galerie qui descend sous terre. Galerie qui n'a même pas la taille de mon petit doigt. Je soupçonne, vous allez être surpris, mais je soupçonne sérieusement des grillons. Les grillons ont cette manie de s'enterrer et puis de nettoyer devant la porte. Alors à tout hasard quand même, j'ai mis ce piège au cas où ce serait un petit rongeur. Le piège y est depuis quelques jours et je n'ai encore rien pris. Donc je me demande sérieusement si ce n'est pas effectivement les grillons pour avoir dans la prairie en haut, dans la partie agrément, le même genre de dispositif de sortie de terrier. Alors suite donc, de l'opération, on est là dans une de ces rangées qui n'a pas levé. Celle-ci, il y avait une toute petite levée, mais j'ai l'impression que ça a été récolté par autre que moi. Là, il y avait une assez bonne levée de Saint-Antoine et il en reste un certain nombre, mais il y a des trous manquants. Et donc, je vais repiquer ici. Simplement, donc dans une terre qui n'a toujours pas été travaillée, hein, qui est assez dure, mais vous connaissez ma conviction, je mets là-dedans et je borne, point barre. Alors, je filmerai l'opération en un peu plus de détails, parce que donc, le repiquage des salades, il y a un petit geste technique, je vais rapprocher la caméra. Voilà, la caméra est à proximité. Alors pour repiquer des salades, donc racines nues, hein, ce que je vous raconte là n'est vrai que pour des repiquages racines nues. Quand vous avez un godet, vous n'avez pas besoin d'habiller puisque vous n'abîmez pas le système racinaire. Vous plantez une plante avec son bloc de terre et ce que je vous raconte là n'a aucun sens. Hein. C'est bien là des laitues issues d'un démariage habillées et donc la suite de l'opération, vous faites un trou droit, le sol est relativement dur, je viens de vous le dire, vous vous en fichez. Les racines, les laitues, c'est la fatigue du lundi, les laitues se plantent flottantes, c'est-à-dire contrairement à d'autres plants tels que les choux, tels que les tomates, etc., où vous pouvez enterrer une partie
de la tige qui va tirer des racines, sur les salades, vous risquez, si vous enterrez ces premières feuilles, vous risquez une pourriture de se coller. Donc vous plantez toujours les feuilles flottantes, comme on dit, c'est-à-dire je vais essayer de planter jusque-là, mais pas plus. Donc le plus simple, c'est avec votre main gauche, vous prenez comme ça ça limite l'enfoncement, vous avez fait votre trou, vous posez, si les racines sont trop longues, comme par exemple celle-là qui risque de repiquer, donc là on peut habiller, c'est-à-dire couper ce bout de racine qui est trop long. On essaye de le mettre dedans sans le faire repiquer, on limite avec son doigt, et maintenant on fait le bornage, c'est-à-dire que l'autre trou il est droit, avec celui-là je vais partir en biais et viser le trou, le bout de ce trou. Donc je pars en biais et je rabats la terre. Si je fais 2 trous parallèles, en fermant, ça se ferme en haut, et en dessous, vous avez une poche d'air, justement là où se trouvent les racines. Donc toujours, le premier trou, je le figure ici avec mon doigt. Au deuxième coup, vous visez en biais et vous rabattez. Et comme vous voyez là, ce brin de foin qui se pince, vous êtes sûr d'avoir pincé les racines de votre plant dans de la terre, alors que si vous faites 2 trous parallèles, vous fermez comme ça, vous voyez que ici, ça ne se touche pas. Voilà tout ce qu'il faut savoir. Et donc ici, dans la serre, comme il ne pleut pas, donc j'ai ce tuyau poreux, ici des turicules, résultat de l'activité de mes vers de terre. Et donc là, je vais maintenir humide dans les prochains jours, histoire de faciliter la survie de ces plants. Bon, je vais planter ceux que j'ai habillés et puis on passera à autre chose. Alors, 2 choses de plus. Alors ici, magnifique semis avec une magnifique levée de roquettes, sauf que je n'ai pas de quoi être fier, j'ai rien foutu. Il y a eu ici l'an dernier des pieds de roquettes qui sont montés en graines, les graines sont tombées par terre. J'ai ouvert pour semer différentes choses, des petits pois, des carottes par là-bas, ici je ne me souviens plus quoi, des betteraves rouges peut-être. Et puis profitant de cette ouverture et ayant passé l'hiver dehors, donc ayant subi l'effet à la fois du froid, de l'humidité, ces graines ont particulièrement bien germé. Donc cette roquette-là aussi, je vais pouvoir d'une part en manger dans mon mesclin et d'autre part très facilement en repiquer puisque cette crucifère est très rustique et se repique exactement comme de la salade. Donc je mange le haut ici, vous avez pigé le truc, et ça je repique et ça va pousser. Alors elle monte de toute façon relativement rapidement en graines. Et alors au milieu de cette roquette, vous avez des petits pois ici, des pieds de petits pois. Ici une salade, une feuille de chêne rouge qui est aussi une levée spontanée. Et donc là, on s'approche de quelque chose qui est mon rêve, c'est-à-dire d'avoir très peu de choses à faire pour avoir des légumes de qualité extra qui sont prêts à consommer. Donc, petits pois que j'ai plantés, roquettes que je n'ai pas semées, différentes salades qui viennent aussi spontanément parce que l'an dernier, des plantes sont montées en graines. Par ailleurs, les petits pois sont un peu irréguliers, des endroits où ils sont bien sortis, des endroits où ils ne sont pas bien sortis. Je m'en fiche puisque donc je vais repiquer différentes choses dans les trous et comme j'avais fait 2 rangées, j'aurai de quoi manger. Les carottes de la variété Touchon sont bien avancées, sont bien là et donc promettent. Au dernier rang, des oignons irréguliers. Donc il y a des endroits, il y en a beaucoup, des endroits, il n'y en a pas. Je compléterai là aussi, c'est-à-dire les premiers, je vais démarier et je vais les repiquer dans les trous. Donc vous voyez que dans la mesure où
50% d'un semis réussi, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Alors les fins observateurs parmi vous, et j'encourage tout le monde à être un fin observateur, ont remarqué qu'il y a un petit changement dans la luminosité, les condensations sur les parois de la serre. Je retourne une petite séquence qui a foiré hier pour des raisons techniques. Voilà, donc devant moi deux terrines de semis parmi celles qui étaient sur l'étagère, dans lesquelles malheureusement il n'y a pas beaucoup de croissance, hein, pas beaucoup de, ça ne pousse pas bien. Je n'ai pas fait de terreau, hein, puisque donc paresse oblige. Je ne prends pas suffisamment soin à faire de vrais terreaux. Et par conséquent, j'ai mis dans cette terrine des dépôts, des alluvions qui se sont déposés dans un petit ruisseau intermittent qui passe en haut de ma maison. Alors je me suis dit, des vieux souvenirs, hein, la vallée du Nil, la fertilité des limons, etc., qui était la richesse des pharaons. Donc je me suis dit, ça fera la paire. Et de deux choses l'une, soit je ne suis pas un pharaon, soit là-haut, ce petit ruisseau n'est pas le Nil, mais en tout cas, ça ne pousse pas ou ça pousse très très peu. Donc cette laitue-là, qui est une laitue de type Batavia, une reine des glaces, et l'oignon là-bas, pour l'instant, n'avance pas et sont ridiculement petits. Étaient aussi ridiculement petits des plants qui étaient sur cette étagère, tellement ridiculement petits que pour leur donner de la fertilité et de la croissance, j'ai décidé de les repiquer, bien que les plants n'étaient pas plus grands que ça. Donc une partie des choux qui étaient dans ces plaques de semis sont ici dans la serre, hein, donc pour en forcer, on va dire, une petite dizaine et avoir une récolte assez précoce. Et le reste, on le verra tout à l'heure, et a été repiqué dehors, bien que rikiki, mais cela ne me pose pas beaucoup de problèmes. Devant moi ici, ces deux rangées étaient censées être plantées de haricots. Alors j'avais un sachet ouvert dans ma collection de graines, un sachet ouvert dont la date limite est novembre 2019. Donc je me suis dit, ça devrait aller. Je les ai repiqués. Il m'en restait une petite poignée à la fin. Et j'ai quand même eu comme un doute. Du coup, je les ai mis dans un germoir à la maison pour vérifier que la capacité de germination était toujours là. Et puis, aux surprises, dans mon germoire, 8 jours passent, 10 jours passent, rien ne germe. Mais alors, vraiment rien, pas un. Et surprise encore plus grande, très rapidement, ça se met à pourrir et à sentir mauvais. Donc, pas étonnant que cela ne soit pas sorti. Et donc, inutile d'accuser les limaces ou que sais-je, ou la lune, hein, ce n'était pas la bonne période de la lune. Non, c'était tout simplement que bien que la date était encore respectée, la faculté germinative n'y est plus. Alors, une petite précision là-dessus, parce que les gens ne le savent pas toujours. La date limite qui est indiquée, c'est la date jusqu'à laquelle le fabricant s'engage à garder des échantillons de graines pour des contrôles de germination, et jusqu'à laquelle, dans des bonnes conditions de conservation, c'est-à-dire au frais, sans humidité, etc.,
le pouvoir de germination, la capacité germinative est garantie dans des proportions fixées par des règlements. C'est très souvent 75%. C'est-à-dire qu'à l'approche ou jusqu'à cette date, des semences bien conservées dans des chambres froides, dans des chambres sèches, etc., devraient germer à 75% et cela est contrôlable. Vous, qu'est-ce qui se passe? J'imagine que c'est comme chez moi. Vous achetez un sachet. Bon, déjà, il était dans des conditions discutables parfois, hein, dans des verrières, dans des magasins. Il fait trop chaud, il fait trop froid. Vous ne connaissez pas la remise où cela avait été entreposé. Vous l'ouvrez, vous commencez à semer. Il vous reste un reste de sachet. Vous le refermez, vous le repliez, mais il est ouvert. Donc l'air et l'humidité rentrent dedans. Quand il s'agit de sachets qui étaient plastifiés, les graines ne sont plus protégées. Vous mettez ça dans un garage, vous oubliez l'année d'après. 2 ans après, vous tombez sur ce sachet, vous regardez, date limite novembre 2019, vous dites c'est bon. Non, ce n'est pas garanti du tout et vérifiez-le avant d'utiliser des graines qui ont traîné comme ça dans des conditions peu favorables. Bon, alors toujours pour les fanatiques du travail du sol, hein, ici je rappelle cet endroit où j'avais perdu l'équilibre, où j'avais piétiné la terre avec la levée spontanée enfin, d'oignons dont les graines ici traînaient dans le sol. On va enlever ce radis pour y voir clair. Levée spontanée de salades qui ne sont pas celles semées. Ce sont là des 4 saisons dont les graines sont tombées spontanément ici. Et donc, vous voyez l'avance de cette végétation dans l'endroit le plus piétiné par rapport aux semis dans mes caissettes que j'ai soignées. À vous dégoûter de soigner le travail du sol comme c'est indiqué dans tous les livres. Quand même là, ah ben non, j'allais dire une adventice, non, c'est un poireau, on va le laisser ce poireau. Là, ça c'est une adventice, hein. Ça c'est un laitron que je vais donc enlever et laisser ici comme nourriture pour mes vers de terre. Et là, vous voyez tous ces turicules travaillent donc des vers de terre pour décompacter cet endroit que j'ai compacté par mon geste malheureux. Je ne sais plus si c'est dans la caméra, mais ici, vous voyez aussi tout ce travail de remontée de terre et d'éléments fertilisants qui commence petit à petit à recouvrir mon tuyau poreux. Et puisqu'on y est, on va les assaisonner, les obsédés du travail, du sol et les convaincus de la nécessité absolue de préparer soigneusement ces lits de semences et tatati et patata et que sais-je encore. Autre piétinement ici, et puis autre circulation jamais travaillée, où l'an dernier j'ai dû poser un bouquet de céleri pour en extraire les graines, et vous voyez cette levée spontanée ici de céleri en plein milieu d'une laitue qui doit être une batavia que j'ai semée sur ce rang, et avec ici une roquette que je n'ai pas du tout semée, qui vient spontanément, et avec cet oxalis qui fleurit jaune hein, bientôt, qui est une plante couvrante, donc ce que les mauvais jardiniers pourchassent en tant que mauvaise herbe, et qui chez moi ne me pose pas de problème majeur vu qu'elle est incapable de monter, donc c'est une excellente couverture du sol, autant de foin que je n'ai pas à ramener. Alors vous ne le voyez pas, mais ici aussi, ça a évolué. Donc j'avais il y a longtemps déjà mis une rangée de pommes de terre et mon épouse a complété. Donc dans ce fouillis fatraque dans lequel on a jeté pêle-mêle tout ce qu'on avait comme déchets ici,
visiblement du fenouil, mais il y a là-dedans des pieds de tomates. En cherchant bien, ben voilà, ici un pied de tomate, on trouve même la ficelle, hein, c'est du sisal que j'utilise, et donc c'est compostable. Tout ça se trouve là-dessus. On a mis du tourteau de ricin, parce que c'est une zone quand même très très courue par mes râteaux-pieds qui circulent entre la haie, qui ont passé l'hiver là bien au chaud sous mon foin, et il y a déjà quelques circulations. Hein. À la dernière vidéo, c'était juste là-bas au coin où j'en avais attrapé 2. Là, ça a bougé, mais je n'ai pas été efficace. J'ai mis le piège, j'ai rien attrapé, ça n'a pas bougé depuis. Donc voilà, je me méfie là des attaques sévères possibles de râteaux-pieds, et je fais donc un deuxième essai cette année, après celui de l'an dernier, pour voir si l'effet du tourteau de ricin est radical, un peu efficace, très efficace. L'an dernier, j'avais trouvé que c'était pas mal, hein, il y avait des galeries au moment où j'ai enlevé le foin pour ramasser mes pommes de terre, mais il n'y avait pas de dégâts manifestes. Mais je me méfie un tout petit peu parce que l'an dernier, je n'ai pas non plus eu des dégâts sur d'autres plantes qui souvent étaient attaquées. Donc je n'exclus pas que ce soit efficace, soyons clairs, sinon je n'en aurais pas remis, mais je ne suis pas totalement certain que ce soit de nature à contrôler ce phénomène. Alors, les pommes de terre sont connues pour être frileuses, donc c'est là qu'il vous faut jouer un peu avec finesse, parce que le pied de pommes de terre, et j'ai fait le lapsus parce que je voulais vous dire c'est de la même famille que la tomate, hein, c'est une solanée. Si les tiges et les feuilles de pommes de terre sortent et qu'on a une gelée blanche, ça risque d'être grillé. Par contre, le tubercule avec ses germes sous le foin ne risque rien. J'en ai la preuve plus bas parce que tout à fait récemment, en déplaçant du foin, je suis tombé par hasard sur des tubercules de pommes de terre qui ont été oubliés et qui ont passé l'hiver sous très peu de foin et qui sont parfaitement frais et parfaitement fonctionnels, en train de germer. Alors on aura quelques surprises parce qu'on a jeté tout et n'importe quoi, et je vois ici par exemple des oignons qui devaient être à moitié pourris, qu'on a balancés là, et qui sont en train de se développer là aussi, et là-bas. Bon, donc on va laisser, il y aura des oignons, en plus des pommes de terre, ils n'ont qu'à s'arranger. Ne me posez pas la question, est-ce que les pommes de terre aiment les oignons? S'ils poussent, ils n'ont qu'à se démerder, c'est leur problème, c'est pas le mien. Alors voilà donc ici, au pied de ce myrtillier, ce gisement de pommes de terre. Donc c'est un pied de pomme de terre qui a été oublié. Alors évidemment, les râteaux-pieds en ont profité un peu, mais pas complètement. Et comme vous pouvez le voir, donc là elles sont découvertes, elles sont donc du coup vertes et non plus comestibles, mais elles sont assez bien conservées. Là il y a quand même une pourriture, ce qui n'empêche pas l'autre bout de la tomate de faire des germes. Donc ça vous montre que tant que le germe est en terre et sous le foin, il ne craint pas le gel, il est même assez résistant. C'est ensuite qu'il faut faire attention qu'il n'y ait pas de gel, donc ne pas tenter la culture de pommes de terre trop tôt. Donc je vais les laisser dehors, un de ces quatre, peut-être demain si je suis en meilleure forme. Et je vais les planter quelque part, ici de la mâche qui va monter en graines, donc je vais laisser soigneusement grainer sur place, une partie sans doute. Je vais ensuite, une fois qu'il y a des graines dessus, les balancer un peu partout pour que petit à petit, tout mon terrain soit ensemencé. Alors ici, donc, le long, dans ces petits trous, vous voyez donc, je vous le filmerai en court plan, devant une rangée de choux, hein, ces choux qui étaient dans les plaques de semis et qui ne voulaient pas grandir.
Et ici, devant moi, des laitues. C'est la laitue de Saint-Antoine qui était aussi dans des plaques de semis et qui n'avançait plus guère et qu'on a préféré repiquer. Ici, derrière moi, donc sur votre gauche, sur ma droite, l'endroit où on balance actuellement les déchets. Il y a ici un peu de moutarde hein, que j'avais sursemé à l'automne parce qu'il n'y avait pas grand-chose qui poussait spontanément, mais qui, à l'automne, donc il faisait beaucoup trop sec et qui n'a pas donné grand-chose. Elle est assez ridicule comme engrais vert. Heureusement que j'ai la Véronique ici qui a mieux marché, mais il y a malheureusement hein, des endroits relativement nus où il n'y a pas grand-chose, un pissenlit, un plantain, une renoncule bulbeuse, 2-3 trucs, mais pas grand-chose. Je m'arrête parce que c'est une question que les visiteurs me posent immanquablement. Est-ce que je mets les oranges? Oui, je mets les oranges. Oui, je mets beaucoup d'épluchures d'oranges. Là, c'est une orange qui a été oubliée et qui a moisi. Hein. Donc, ce que vous voyez là, ce bleu vert, ce sont des spores d'un champignon qui est en train de bouffer cette orange. Champignon parce que donc la pulpe de l'orange est acide, ne convient pas guère aux bactéries, par contre convient tout à fait aux champignons. Les épluchures elles-mêmes n'ont rien d'acide, hein, elles sont amères, il y a de l'amertume, et la seule chose un peu contrariante dans ces épluchures, ce sont l'essence d'orange. Hein. Donc, comme toute essence qui a des vertus, on va dire, bactériostatiques, etc. Donc, n'est pas un matériau facilement décomposable par les organismes vivants du sol. Mais comme c'est une essence, très vite, ça s'évapore. Donc, ça ne peut pas être un problème dans une couverture et je mets donc toutes nos épluchures d'oignons, quand en hiver on en mange beaucoup, elles sont bio, hein, donc effectivement pas de traitement fongicide que vous aurez immanquablement sur les oranges conventionnelles. Par ailleurs, donc, mon épouse, pendant que je me baladais ce week-end, a commencé différents semis extérieurs, donc des carottes, des betteraves rouges, des épinards, des navets et que sais-je encore. Donc un peu de tout à titre, si jamais il n'y a plus de froid sévère, ça va marcher. Et sinon, on n'a pas perdu grand-chose. On a perdu un demi-sachet de graines. Ce n'est pas ça qui va nous ruiner. Voilà un peu sur cet endroit-là. Donc là, je vais encore plus tard. Pour l'instant, je laisse pousser la moutarde. Mais plus tard, traiter ça avec du foin pour planter. Je ne sais toujours pas quoi. On verra ça. Bon, ici entre donc ces nouveaux fraisiers, hein, donc c'est la plantation de l'automne dernier. Le repiquage d'ail sort très bien, 100% je pense de réussite. Donc entre ces rangées avec quelques pieds de mâche. Ici, est-ce que c'était de la cardamine? Peut-être de la cardamine, oui, que j'aurais pu manger en salade. Bon, mais j'ai de la mâche à côté, donc je préfère la mâche. Alors ici, ce pied d'artichaut qui était totalement pourri, hein, c'est pâteux là comme vous le voyez, donc typique d'une pourriture bactérienne, la glu, hein, la fameuse glu dont je parle dans mon livre. Et surprise, à partir de la racine plus bas, des nouveaux rejets qui sont en train de se former alors que je pensais qu'il était cuit ce pied. D'autres pieds, j'avais deux variétés, je n'ai malheureusement pas noté, étiqueté. D'autres pieds se portent très bien. Voilà un pied donc qui lui n'a pas
pourri, qui n'a pas souffert cet hiver et qui donc est bien en avance par rapport à l'autre. J'ai un peu de tous les calibres, un grand, un moyen, un petit, des tout rikiki, là-bas il y en a encore des tout rikiki, donc il y a un peu de tout. Voilà ici, donc de chaque côté de ce myrtillier et à côté de cette baie de mai, de ce chèvrefeuille comestible, les 2 pieds de l'ivèche qui sont en train de rejeter. Rapide coup d'œil ici sur cette parcelle qui était envahie d'adventices. Hein, c'est la parcelle où il y avait du fenouil, des haricots verts, des betteraves rouges, etc. Et sur laquelle donc j'ai mis une épaisse couche de foin histoire de contrôler ces adventices et d'avoir éventuellement une zone un peu propre. On va s'arrêter ici sur cette partie qui était également totalement envahie par les adventices. Hein. Je vous avais expliqué que c'était un passage entre les oignons et puis mes céleris et les choux qui étaient plus bas. Et donc au même moment que sur la parcelle qu'on vient de voir à l'instant, j'ai mis du foin. Mais alors là, chose très intéressante, hein, c'est une situation que vous êtes un certain nombre à connaître. Quand on met le foin à cette période-là, donc avril, quand la végétation est en pleine croissance, il faut mettre le paquet. Hein. J'insiste tout le temps là-dessus. Vous avez vu que derrière, j'ai mis le paquet et la situation est bien contrôlée. Ici, tout simplement parce que j'en avais plus assez, j'en ai mis un peu, j'en ai plus assez. La flemme d'en descendre, ou la nuit est tombée, ou je ne sais pas quoi, j'ai du foin en pagaille en haut simplement, je ne l'ai pas mis assez. Et par exemple ici donc une zone où j'ai mis 3 fois rien, et ben ces graminées en pleine croissance, donc qui avaient de la force, qui ont de l'énergie, qui circulent dans leurs racines, dans leurs tiges, ont très vite soulevé le peu de foin que j'ai mis et ont traversé ce foin. Ici aussi, il pointe, et ici c'est un pissenlit, et là-bas une renoncle. Ça, pour beaucoup de gens qui sont qu'à moitié convaincus par ma façon de faire, et évidemment, ils voient ça et ils concluent brutalement « Ouais, Didier il raconte des conneries, ça ne marche pas. » La preuve, regarde chérie, c'est un connard, il raconte des histoires. Pas du tout. Hein. Donc ça, c'est tout à fait normal. Je n'ai pas mis assez de foin et par conséquent, la lumière filtre encore à travers et ces premières pousses, à partir de l'énergie qu'elles ont plus de ce qu'elles arrivent à capter, vont évidemment émerger à travers le foin. Alors qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'il n'y a vraiment pas assez de foin comme ici, il n'y a qu'une chose à faire, c'est d'en rajouter. Lorsque, comme ici, il y a du foin, une couche appréciable, mais pas suffisante, on peut, avec une fourche, je vais imiter la fourche parce que sinon il faut que j'aille la chercher et puis je vais oublier de la ranger, vous rentrez là-dedans avec votre fourche, vous soulevez et vous laissez retomber, et comme ça, les tiges sont écrasées en dessous. L'affaire est réglée. Éventuellement, si vous sentez que vous êtes trop léger en foin, vous en rajoutez un tout petit peu. Vous dites là, j'ai eu la main un peu trop légère. Pour d'autres plantes, comme ici ce pissenlit, qui lui a donc une racine. Hein, vous savez qu'on peut forcer les pissenlits, vous voyez ça dans les magasins, des feuilles de pissenlit longues comme ça. Donc là, vous savez que c'est peine perdue. La renoncule, qui a aussi un petit bulbe, vous savez que c'est peine perdue. Ces plantes-là ont suffisamment de réserve, vous pouvez remettre du foin dessus, elles vont encore percer. Donc là, la seule solution, fourche-bêche, un petit coup de fourche-bêche à travers le foin, et vous arrachez, il faut attaquer la racine, c'est-à-dire la réserve d'énergie de ces plantes, réserve d'énergie qui fera qu'elles vont continuer à traverser, et il vous faudra 3 ans ou 4 ans de foin, toujours du foin et encore du foin pour les affamer. Donc c'est plus simple d'y aller d'un coup de fourche-bêche. Hein, donc ça ne veut pas dire, pour moi ça, il n'y a rien d'inquiétant, il faut juste que je prenne le temps demain de descendre 2 ou 3 fourches de foin de plus
Et pour régler, de toute façon, je dois finir le traitement de toute la zone. Bon, ici, dans cette zone-là, même si on a déjà mis un tout petit peu de foin, c'est l'endroit où j'avais sursemé du seigle comme engrais vert. C'est là aussi que j'avais filmé les oignons qui étaient attaqués par des pucerons. Les pucerons ont disparu et les oignons sont en train de pousser. Le seigle, comme je vous l'avais expliqué dans une vidéo précédente, est maintenant en train de se développer et a donc talé, comme on dit, c'est-à-dire ça, c'est un pied de seigle qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et même une petite, on va dire 8 grosses tiges avec des racines qui se forment sur la base de ces tiges. Donc là, il est dans un stade où il absorbe énormément d'azote et de nitrate dans le sol qui va rentrer donc dans la constitution de ces cellules et donc que je vais ensuite rabattre, couvrir de foin. La décomposition va ensuite libérer tous les éléments nutritifs et en particulier les nitrates que ce seigle aura retenu ou piqué dans le sol. C'est toujours ça que l'eau n'entraînera pas. Alors j'aurais voulu évidemment que le seigle ait ce développement-là à l'automne. Malheureusement, hein, avec la sécheresse, la levée avait traîné. Voilà donc ici un gros plan sur ce pied de seigle. Les racines, dont une partie se forme à la base des tiges. Donc c'est ce qu'on appelle des racines adventives. Ne pas confondre avec adventices, qui sont ce que les mauvais jardiniers appellent les mauvaises herbes. Et donc la multiplication spontanée du nombre de tiges à partir d'une seule graine, donc un phénomène de régulation propre à la famille des graminées, hein, dont font partie les céréales, mais dont font partie aussi les herbes. Et ici donc, hein, dans la série, jetez vos oignons pourris avec leurs pucerons. Ah là, il reste quelques pucerons noirs, hein. À moins que ce soit des cadavres. Je n'ai pas ma loupe grossissante, je ne peux pas le dire si j'y gotte. Ah non, non, ils bougent. Donc des pucerons que je vais soigneusement laisser ici pour, si jamais des auxiliaires, hein, coccinelles, cirfes, etc. passent par là pour qu'elles aient quelque chose à manger. Cet oignon-là tombé ici, voilà, qui s'enracine. 36e édition, hein, de mon slogan favori. Les plantes n'ont qu'une envie, c'est de pousser. Bon, le tunnel à tomates derrière moi a été traité, donc recouvert de foin. Tout est resté en place, hein. Le foin de l'an dernier, la plupart des tiges de tomates, quelques-unes se sont retrouvées en haut avec les ficelles. Donc là, ça va être prêt de façon à ce que le maximum d'humidité rentre là-dedans, en sachant que mi-juillet, je vais bâcher et donc il n'y aura plus d'apport d'eau. Ici, sur la partie qui ne sera pas couverte, hein, puisque je rappelle que la bâche s'arrêtera ici, il y a une rangée de petits pois, ces petits pois qui étaient eux aussi préparés en plaques de semis, en petits godets et que nous avons repiqués à l'extérieur. Donc normalement, ceux qui sont dans la serre vont produire vite, mais pas longtemps, parce que le petit pois n'aime pas du tout la chaleur. Et j'espère que ceux-là prendront le relais dans un deuxième temps. Donc ils vont traîner un peu plus, encore que ce n'est même pas évident. Mais surtout, j'espère qu'étant exposés à la pluie, ils vont produire beaucoup plus longtemps. Le long de la tige de fer, là, il y a un semis pour utiliser cet espace. Alors de l'autre côté, hein, du tunnel à tomates, ces pieds de céleri tubéreux qui étaient destinés, là aussi, comme les cardons qui sont juste un peu plus hauts,
à attirer et à fixer les râteaux-pieds, ben là aussi, ils m'ont snobé ça cette année. Du coup, ces céleris, ben, la dernière fois j'en ai parlé, on en a consommé un certain nombre. Pour l'instant, ils ne montent pas en graines, donc on pourrait encore en consommer. Ce qui est surtout surprenant, c'est la couleur vert foncé de ces céleris qui indique déjà une reprise de la nitrification, c'est-à-dire de la formation naturelle de nitrate dans le sol à partir de la décomposition des matières organiques qui s'y trouvent, donc du vieux foin qui se trouve sous cette nouvelle couche de foin, et puis aussi les pieds de tomates et tout ce qu'on a enterré là depuis 2 ou 3 ans, qui visiblement, les températures du sol sont suffisantes pour que les bactéries transforment ça en nitrate assimilable par les plantes. Là, on a une couleur verte telle que celles qu'ont les plus beaux blés qui ont reçu leur petite picouse d'ammonitrate par les agriculteurs, donc qui ont eu leur dose d'azote chimique. Chez moi, sans rien faire, à partir de la décomposition d'un matériau riche, le foin, et à partir de la décomposition des plantes qui ont poussé sur place, donc le recyclage des éléments minéraux de ces plantes cultivées, parce qu'après tout, sur un pied de tomate, vous prélevez très peu de choses, hein, ce sont juste les tomates que vous enlevez. Les 2/3 au moins, si ce n'est plus, de la biomasse reste sur place. Hein. Si vous prenez les racines, plus les tiges, plus les feuilles qui sont là-dessous, ça fait une quantité de biomasse assez importante, dont le recyclage, donc la décomposition par les champignons et les bactéries, donne de la nourriture pour les légumes dès que les températures du sol sont suffisantes, et ça semble être le cas. Alors ça ici, ce n'est pas, ces deux plants-là ne sont pas des artichauts, hein, ce sont des cardons. Cardons que j'avais plantés dans l'espoir que leurs racines charnues attirent les râteaux-pieds que je soupçonne de circuler allègrement ici dans toute cette zone plantée d'arbres et d'arbustes et de haies, où normalement ils passent l'hiver. Et puis, comme je vous l'ai montré dans la dernière vidéo, ils ont préféré me niaquer les chicorées, les endives qui étaient là-bas devant. Donc du coup, mes cardons sont magnifiques. Il se trouve que j'aime pas beaucoup ça, hein, mais bon, on va peut-être quand même les blanchir un peu. Il faut les mettre en fagot pour les blanchir, et ensuite les tiges se mangent un peu comme les côtes de bête. Bon, on va terminer sur l'essai de repiquage d'oignons. Donc les premiers oignons commencent à sortir, que ce soit ici dans la partie couverte par le foin, que ce soit ici dans la partie où le mouron a été fauché, et on voit donc un certain nombre de bulbes qui émergent. On voit aussi le travail des vers de terre avec des turicules par-ci, par-là. Et là-bas, dans la partie qui n'a pas été fauchée, là, évidemment, la pousse de ces bulbes est beaucoup plus difficile à voir, si tant est qu'ils ont poussé. Alors, il faut bien maintenir les traditions, donc le post-vidéum du lendemain, puisque la caméra était de sortie. Alors là, coup de chance, mais alors hallucinant. Je vous parlais hier de ma présomption, non pas présomption, de l'hypothèse comme quoi le petit trou et le 1 mètre de plan qui avait été massacré pourrait être lié à un grillon. Je viens m'installer là pour filmer le devenir des laitues que j'avais repiquées hier. Et que vois-je dans le sillon, là même où se trouve le trou, un grillon que j'ai réussi à filmer. Et donc vous allez voir les images, même si elles sont un peu
flottante, un peu tremblotante, parce que d'un côté j'avais le caméscope avec son pied et de l'autre j'essayais de dégager la scène. Donc ce n'était pas une lubie, c'était bien lui qui nichait dans ce trou et qui nettoyait devant sa maison. Alors, il y a tellement de gens qui font ça qu'on peut difficilement en vouloir à ce grillon. Je pense à tous ces gens qui tondent leur pelouse samedi après samedi pour que ce soit propre et qui par là même privent les butineurs, les insectes de la biodiversité, des fleurs dont ils auront besoin. Alors ils appellent ça des mauvaises herbes, des achillées, des bleuets, des cnossis, des tas et des primes verts, des tas et des tas de plantes qui pourraient fleurir dans leur prairie si seulement ils arrêtaient de tondre. Mais non, c'est pas propre, il faut tondre pour que ce soit propre. Alors je peux difficilement en vouloir à ce grillon qui nettoie devant sa maison. Ceci dit, je l'ai quand même foutu dehors, manu militari, il a qu'à creuser dans le gazon et non pas s'en prendre à mes légumes, chacun ses problèmes, chacun ses soucis. Alors je suis revenu ici à cet endroit où j'ai repiqué hier donc mes laitues soigneusement habillées, comme on dit. J'ai oublié de dire une chose, en règle générale, sauf évidemment canicule plein juillet ou plein mois d'août, quand je repique des plants, y compris des plants racines nues, je tends à ne pas arroser. Cette manie d'arroser des plants qu'on vient de repiquer est la plus mauvaise idée et 95% des jardiniers sont de très mauvais jardiniers parce que leur angoisse est telle. Chérie, vite, il faut arroser, sinon ça va crever. Mais vous faites exactement le contraire de ce qu'il faut faire. Pourquoi? Je vous ai expliqué que les racines étaient mutilées. La partie efficace, les poils absorbants et les mycorhizes sont restés là où vous avez arraché vos plants. Une fois de plus, je parle de plants en racines nues. Ça ne sert à rien de gorger la terre d'eau. Bien au contraire, vous avez des racines mutilées, abîmées, incapables d'absorber de l'eau. Vous mettez une gadoue, donc ces racines vont être privées d'oxygène et auront d'autant plus de mal à reconstruire les poils absorbants et des nouvelles radicelles qui, elles, seront efficaces. Éventuellement, s'il y a une action qui est intelligente, c'est un ombrage. Donc, vous mettez des cagettes à l'envers par-dessus, des choses comme ça, qui vont maintenir de l'ombrage, qui vont éventuellement maintenir de l'humidité atmosphérique pour éviter que l'eau qu'il y a dans la plantule ne soit évaporée. Mais c'est encore une erreur, c'est encore davantage une erreur quand on pense aux mycorhizes. C'est-à-dire que la plupart des plantes, pas toutes, je rappelle que certaines familles ne mycorhizent pas, c'est-à-dire ne créent pas une symbiose avec un groupe de champignons particuliers qui, pour les légumes, s'appellent les gloméromycètes. Chez les arbres, c'est autre chose, ce sont des ectomycorhizes, c'est une autre famille. Si, lorsque vous plantez un plant, vous apportez à ce plant des éléments nutritifs, par exemple avec du terreau, par exemple avec des feuilles d'ortie que vous broyez, que vous mettez au fond du trou de plantation. Si vous apportez soigneusement de l'eau, votre légume ne tire absolument pas profit de sa coopération avec les mycorhizes. Les mycorhizes, c'est donc cette association entre un champignon et une racine, avec un deal qui est très clair. Moi, racine, qui est la racine d'une plante verte, on va arracher ce radis pour vous montrer ça. Moi, racine ici, je peux profiter des glucides, de l'énergie
que cette feuille verte a capté pour remplir le radis, mais qui peut aller jusque dans les poils absorbants. Donc moi, racine, j'ai de l'énergie, j'ai de la biomasse. Or, le champignon mycorhizien, lui, il est hétérotrophe, c'est-à-dire il est dépendant de la biomasse produite par les autotrophes, c'est-à-dire les plantes ayant des feuilles vertes et la capacité de faire la photosynthèse. Donc, le deal, il est simple. Moi, plante verte, je veux bien te nourrir, sinon tu vas crever de faim. Mais attention, je veux bien te nourrir à condition que ça me rapporte moi aussi. Or, le champignon, il a quoi? Il a des filaments très très fins. Je rappelle que dans un sol, dans 1 cm3 de sol, vous avez, selon les différents auteurs, entre 500 mètres et 5 km de filaments de champignons. Je rappelle, 1 cm3, plus petit qu'un glaçon. Donc, toi, tu peux finement explorer le sol, aller chercher l'eau, aller chercher les éléments nutritifs là où ils se trouvent, et en particulier aller chercher le phosphore là où il se planque et où mes racines n'arrivent pas à le choper. Et en échange, je te nourris. Et puis patatras, arrive un gros lourdeau qui s'appelle un maraîcher, un jardinier du dimanche, qui pense bien faire, mais ignorant, il ne fait que des conneries. Il les enfile comme d'autres enfilent des perles. Et donc, voilà-t-il pas qu'il arrose le plant. Du coup, le plant n'est plus du tout d'accord pour dealer avec le champignon mycorhizien. Il a tout, il a trouvé mieux. Il a trouvé un génial couillon qui s'appelle le maraîcher. Il m'apporte les éléments nutritifs, il m'apporte son terreau qu'il a soigneusement concocté, il m'apporte ses feuilles d'ortie qu'il a soigneusement récoltées, il m'apporte du purin d'ortie qui m'apporte des éléments nutritifs, et du coup, le champignon qui pouvait coopérer avec ce légume, vu qu'il n'apporte plus rien au légume qui a déjà tout, le jardinier lui a apporté, devient tout simplement, du point de vue de la plante, un parasite. Hein? Quelqu'un qui te bouffe de la matière organique mais qui ne te rapporte rien n'est plus un symbiote, n'est plus quelqu'un avec qui tu coopères, et quelqu'un qui te parasite et te bouffe une partie de ta ration. Donc bien évidemment, les légumes leur coupent le robinet. Alors ça paraît un peu simple comme ça, je n'ai pas le temps ici dans le coin de ma serre. Bon, il pleut dehors, hein, donc j'ai tout mon temps. J'espère que le bruit ne s'entend pas trop. Donc l'établissement de la liaison entre ces champignons mycorhiziens qui sont dans le sol et la plante qui est mise en place par le maraîcher est un phénomène extrêmement complexe. Les racines et les champignons émettent des molécules. On a découvert ça il y a une trentaine d'années quand on a étudié une plante parasite du mil en Afrique qui s'appelle le striga. Et on s'est demandé comment fait le striga pour savoir qu'à un moment donné, il y a du mil ou du sorgho qui se développe. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il y a des molécules qui sont émises. Le champignon comprend. En gros, je suis par là, viens me rejoindre, on va se faire une belle vie ensemble, on va coopérer. Qui donne une information, évidemment, le légume va refuser d'en émettre si le jardinier se substitue aux champignons mycorhiziens en apportant éléments nutritifs, en apportant l'eau et donc en enlevant tout souci aux légumes. Voilà pourquoi je rechigne à arroser mes plants, bien entendu, à nuancer selon les années. Là, le sol est encore légèrement humide et donc, contrairement à ce que j'indiquais dans la vidéo hier, je n'ai pas arrosé et donc je vais mettre tout un ensemble
de photos pour voir que ces plants de légumes se portent très bien. Peut-être que si on avait eu le cagnard avec une chaleur qui serait montée ici jusqu'à 40 degrés, peut-être que j'aurais agi différemment. Il pleut, hier il faisait gris, et donc la température dans cette serre, elle a été vers les 25 degrés, mais pas plus, et donc des conditions idéales. Il n'y avait aucune raison d'arroser, comme en général au mois de mai, quand vous plantez vos plants de tomates achetés en godet dans une jardinerie, il n'y a strictement aucune raison d'arroser votre sol, sauf si vous êtes à Lanzarote aux Canaries ou je ne sais pas où. Hein, resituer cela dans un contexte normal chez nous ici, il n'y a aucune raison d'arroser, si ce n'est que vous allez gâcher la future coopération entre ces plants de tomates et des champignons, et vous allez devenir l'esclave de votre pied de tomate, et vous êtes bon pour arroser toute l'année, surtout pas partir en vacances. Que vont devenir ces pauvres tomates dont vous êtes devenu, vous avez pris la place du champignon qui aurait très bien réglé cette affaire-là. Allez, sur cette petite méditation qui montre à quel point, quand on est ignorant, on peut faire des conneries, je vous laisse. Ciao, et à une prochaine.